J'aime pleurer mes défaites, mais j'aime pas trop fêter mes victoires. J'avais pas un rêve professionnel, j'avais un rêve de vie, c'était de me sentir libre. J'ai tendance à être un peu à droite, un peu à gauche, tu sais jamais trop où me trouver, en même temps partout et nulle part. Mais c'est parce que j'œuvre pour un bien commun, pour aussi normaliser le fait de se rassembler, quoi. Dans cet épisode, on va suivre Dwagby qui a su se réinventer, célébrité du e-sport, de pro player à entertainer pour finir sur énergie, quelqu'un qui a su muter avec son industrie. Le paradoxe, sans trop spoiler, on croit que c'est quelque chose de très individualiste, le jeu compétitif et être présentateur télé, alors qu'en réalité, tout ce qu'il a cherché à faire, c'est faire monter les autres, faire briller les autres. C'est pas de la fausse modestie, vous allez voir que c'est son moteur, c'est l'empathie, et donc si c'est le vôtre aussi, eh bien comment réussir ses objectifs tout en aidant les autres. C'est parti pour Dwagby. Bienvenue dans Route, le podcast qui identifie les racines du succès. Ici, on ne se contente pas de raconter des success stories, on explore ce qui les rend possibles, mais aussi fragiles. Les réussites qui rendent fiers, le scaling qui challenge, mais aussi ce moment flou où t'as coché toutes les cases, mais t'as plus de cap. Le doute qui a précédé ou qui revient, même quand t'as réussi. Parce que le business, c'est des hauts et beaucoup de creux entre les pics. Chaque semaine, une voix forte, un entrepreneur, un auteur, un dirigeant vient avec un vrai sujet, et ensemble, on creuse, on reformule, on déverrouille. Avec la méthode Solvéo, on tire le fil, on passe de la confusion à l'alignement, et parfois, on touche quelque chose d'universel. Je suis Nicolas, mentor Solvéo et partenaire de Darwinix. Et moi, c'est Pedro, CEO de Solvéo. Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Plus que de l'inspiration, de l'oxygène. Dwagby. Si l'e-sport et le streaming français avaient un animateur couteau suisse, un maître de cérémonie capable de faire le pont entre tous les mondes, ce serait toi. Pendant des années, tu as été dans la première ligne de ce qui n'était pas encore une industrie, mais une passion de pionnier. Tu es l'un des OGs du gaming français, joueur professionnel sur League of Legends chez Millennium au début des années 2010. Tu as vécu le grind, les LAN et cette mentalité de la gagne qui t'a forgé une discipline de fer. Mais si l'e-sport t'a donné tes racines, c'est le divertissement qui t'a fait exploser. Ce passage de compétiteurs souvent plus introvertis aux chroniqueurs de radio sur énergie, puis aux créateurs de concepts qui font et défont la culture Twitch. Tu t'es transformé en animateur vedette des événements hors normes. Qui d'autre peut passer du statut de Head of League of Legends chez Gentlemates, un retour aux sources du e-sport le plus pointu, à co-animateur de Danse avec les stars d'Internet. Tu n'es pas seulement considéré comme un mix entre Patrick Sébastien et Jean-Pierre Foucault de YouTube Game, mais tu es aussi le pote de Domingo, de Gotaga, de Squeezie, McFly et Carlito. Mais pas seulement le pote, tu es aussi considéré comme le chef d'orchestre de leur délire, celui qui donne vie à leurs idées ou qui leur suggère. Chez toi, la création n'a jamais été séparée de l'action. Tu as toujours lié performance et spectacle, n'hésitant pas à transformer une simple partie en un show engageant, et à utiliser ta notoriété pour supporter des événements caritatifs majeurs comme le Z-Event ou Stream for Humanity. Derrière ce sourire et l'énergie débordante qui captive près de 2 millions de followers, il y a une conviction profonde. La capacité à réussir dans des domaines totalement différents n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une adaptabilité, d'un tryhard constant. Tu as prouvé que les compétences acquises dans l'ombre du jeu peuvent être transférées en pleine lumière sur scène. J'aurais pas fait mieux. Sincèrement, tu me connais mieux que moi-même. Merci les gars, Pedro, Nico. Merci pour l'invitation. Avec grand pour la plaisir. présentation, c'est vrai que c'est touchant. Avec plaisir, et aujourd'hui on va pas seulement parler de millions de vues, de streams, de caritatifs, on va aussi essayer de comprendre tes racines, qu'est-ce qui t'a impliqué et qui t'a donné envie de muer avec ta discipline qui a évolué finalement à partir de la LAN jusqu'à où elle est aujourd'hui. Ouais. On va essayer de comprendre comment tu fonctionnes et quelles sont tes futures aspirations. Bienvenue dans Route. Merci. Alors on a une petite tradition, comme parfois on pose des questions un peu personnelles. On va te passer un joker, s'il y a une question à laquelle tu veux pas répondre, eh bien tu pourras l'utiliser une fois. Très bien, je garde mon valet de carreau. Oui, on est Très fan des low cartes. budget aujourd'hui. On a une Très fan des cartes. proxy de Joker. Avec le recul et de toute ta carrière qui a été très riche et diverse, c'est quoi ta plus grande fierté ? Waouh, ça commence fort. On a le temps. La plus grande fierté, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on se pose tous les matins, parce que tu l'as exprimé dans l'introduction, je suis beaucoup dans l'action. Donc voilà, chaque jour suffit sa peine, chaque jour c'est son nouveau défi. Chaque jour, il faut aller dormir avec un peu plus de connaissances que la veille. Mais du coup, la plus grande fierté, ça demande de s'arrêter sur ce qu'on a réussi à produire et d'en prendre aussi la plénitude et de se satisfaire. Pas quelque chose que je fais souvent. Je dis souvent que j'aime pleurer mes défaites, mais j'aime pas trop fêter mes victoires. C'est pas mon genre. Mais là, avec la réflexion, et là, comme ça, d'instinct, je te dirais les relations que j'ai réussi à nouer parce que, étant petit, j'ai grandi dans. On le dit, on choisit pas sa famille, on choisit pas son environnement.
J'ai eu la chance d'avoir quand même un environnement très, très correct. Mais on peut choisir avec qui on évolue, avec qui on grandit quand on a la chance de pouvoir le faire. Parce que quand tu as un métier pour justement juste remplir le frigo, tu choisis pas tes collègues aussi. Moi, j'ai eu la chance dans ma discipline et par mon travail de réussir à décider avec qui j'allais avancer sur le moyen, le long terme, parfois aussi le court terme. Parce que tu peux jamais savoir comment une relation va durer si tu ne l'engages pas. Il faut prendre des risques, hein. C'est comme dans l'amour, l'amitié, c'est la même chose, il faut prendre des risques. Donc ouais, je dirais les relations que j'ai réussi à nouer. Tu parlais des copains, tu en as cité quelques-uns, mais la liste est bien plus longue. Des copines aussi, je m'en suis faite parce que le milieu commence aussi à de plus en plus se diversifier. Et ça a été aussi un combat qu'on a essayé d'aider à mener parce qu'on n'en est pas, on n'est pas les acteurs principaux, c'est plutôt elles les actrices. Mais on essaye quand même de montrer quand même que c'est le pas à suivre. Donc ouais, les relations que j'ai avec mes collègues qui sont très étonnantes parce que c'est des vraies amitiés, mais en même temps ce sont aussi entre guillemets des concurrents. Même si on a décidé avec le temps de s'affilier au mieux, comme par exemple avec l'agence Bump, qui est née il y a quelques années suite à tous nos déboires chez Webedia de manière générale. On a décidé de se souder les coudes et de monter une agence ensemble avec Squeezie et plein d'autres. Donc l'amitié peut aussi se transformer en histoire professionnelle très très captivante et ouais, je dirais ça. Tu dirais que c'est ton super pouvoir, les relations humaines un peu? Non, parce que ça voudrait dire que je suis un grand manipulateur ou un marionnettiste. Donc non, par contre, j'ai toujours eu une sorte d'hypersensibilité depuis tout jeune et que je pensais que tout le monde avait, parce que quand t'es petit, tu te rends pas forcément compte que t'es différent ou qu'on n'est pas tous pareils. Au contraire, t'as l'impression que dès que t'as une idée en tête, tout le monde l'a et vice-versa. C'est après que t'apprends que non, chacun notre culture, nos environnements, on évolue à notre manière. Mais par contre, j'ai toujours su lire dans les gens. J'ai été très observateur pendant une vingtaine d'années de ma vie. J'ai eu la chance, même si quand j'étais petit c'était plutôt un fardeau, de beaucoup voir Paris. Et c'est vrai que Paris, du coup, surtout début des années 2000, c'était quand même le Paris avec plein de gens qui essayaient d'apprendre à vivre ensemble. Et j'ai grandi dans les métros, dans les bus. Alors j'avais une maison avec un chez moi, bien sûr. Mais du coup, je rentrais très tard le soir, mère célibataire qui devait gérer 2 petits garçons. Moi, j'étais le plus jeune, donc voilà, j'avais une école qui était un peu loin de chez moi. Dès la 6e, je commençais déjà à prendre des transports en commun solo. Et je me disais, mais attends, pourquoi tout le monde est triste? Pourquoi tout le monde fait la gueule? C'est quoi l'avenir? Pourquoi la vie? Déjà, je me demandais pourquoi la vie. Voilà, la question qu'on se pose quand on a 12, 13 ans. Ensuite, je me suis dit pourquoi les gens sont si en difficulté. J'ai grandi dans le 19e arrondissement, c'était pas l'endroit le plus luxueux, c'était pas le pire, hein. Il y avait aussi après la région parisienne qui était encore plus rude. Mais j'ai pu déjà voir la difficulté de la vie si on s'y préparait pas. Et moi, comme j'étais pas très bon élève à l'école, c'est-à-dire que je n'avais que des facilités, j'étais pas très bosseur, je me suis dit mince, là aujourd'hui je les regarde comme ça passivement, demain ce sera peut-être moi qui serai dans les transports avec la tête baissée, en train de réfléchir à sûrement mon passé ou mon problème du jour, quoi. Et Et du ça coup, t'a donné envie? pour te préparer à la difficulté du monde de demain, tu t'es bien à jouer aux jeux vidéo. Ça c'est plus un échappatoire, c'est une sorte Ok. ouais, je pense que c'était une sorte de psychologue gratuit. Non, mais puis c'était dans l'air du temps aussi. J'ai eu la chance d'avoir eu les premières connexions fibre optique dans le 19e arrondissement. Il y avait une sorte de thèse dans notre quartier. Puis on était déjà très amenés à aller en cybercafé à l'époque, pour ceux qui ont connu cette époque-là, fin des années 90, début des années 2000. Cybercable, Nous. J'ai plus les noms, mais ouais, ceux de mon quartier déjà, je pense qu'on les a bien rincés. Mais très très vite, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à une connexion à la maison. Donc ouais, les jeux vidéo, je pense pour moi c'était un échappatoire, c'était le moment où je m'évadais principalement, parce que je suis quand même quelqu'un qui est très dans la pensée, dans la créativité, et donc j'aime bien m'évader de mon corps, et il n'y a pas énormément de choses qui te permettent de faire ça. Regarder un film, ça peut te permettre de t'évader, écouter parfois de la musique, ça peut te permettre de sortir de ton corps, faire du sport, parfois tu n'es plus réellement toi-même, tu es dans une action physique, surtout dans les sports collectifs où tu penses au bien général. Mais le jeu vidéo, ouais, effectivement, ça peut être très dangereux parce qu'on peut s'y perdre. J'ai connu les MMORPG très tôt, donc dès 8-9 ans, je jouais à Dark Age of Camelot. Je peux t'assurer que c'était déjà un jeu qui faisait des divorces, des enfants orphelins. Enfin, c'était très compliqué quand même les MMORPG quand on n'y était pas préparé. Après, il y a eu Guild Wars, World of Warcraft, qui a aussi créé sa peine, hein, bien sûr. Donc j'ai été sensibilisé à ça très vite. Donc j'ai dû jongler entre les jeux de console qui me permettaient d'être quelqu'un dans ma famille. Donc ça m'a beaucoup aussi permis d'exprimer qui j'étais. J'ai toujours été le plus petit dans mon entourage, dans ma famille. Et le jeu vidéo me permettait d'aller titiller mon cousin, mon grand frère. Ma mère a 5 frères, 4 sœurs. Donc ils sont 11. Donc j'ai un nombre de cousins et de cousines quand même assez élevé. Et le seul moyen de me faire entendre, c'était de leur montrer qu'une fois qu'on avait la console en main, que ce soit au fête de fin d'année ou à un anniversaire, que dès que j'avais la manette, je la relâchais plus parce que quand tu gagnes, tu continues. Là, t'étais le meilleur, quoi. Ouais, pas C'est sur tous les ton types de jeux. identité. Un Ouais, peu. sur les jeux de sport, ouais. Sur les jeux de sport, sur les jeux de voiture, oui.
Sur les jeux de combat, mon frère était quand même très costaud. Hein. Ok. Ouais, les jeux de combat, j'ai eu du mal. Mais comme dans la vraie vie, il gagnait tout le temps à la bagarre. Ah, les grands frères, hein. Normal. Et est-ce que tu penses que d'avoir vu ces gens dans le métro tristes, ça t'a donné le déclic pour être un gros bosseur et pas finir comme eux? Gros bosseur, je sais pas l'estimer parce que j'ai un peu un cerveau qui, quand je suis passionné ou quand j'ai envie de faire quelque chose, je peux ne pas compter les heures et en faire 10 fois plus que les autres. Mais à l'inverse, bah, quand je suis seul ou que je m'ennuie ou que j'ai rien qui m'anime, je peux parfois rien faire pendant 3-4 jours. Quoi. Donc je m'estimerais pas le plus gros bosseur. Par contre, c'est vrai que quand on est dedans et qu'il faut aller y aller, comme dans les jeux vidéo par exemple, et en vrai de vrai, si on prend le grinding sur les jeux vidéo comme un travail, comme je l'ai fait pendant un temps quand on disait que c'était de l'e-sport et que c'était notre travail, effectivement j'étais aussi un gros bosseur parce qu'il fallait enchaîner les games et voilà, essayer d'apprendre de chaque moment. Je pense que oui, ça m'a aidé, mais j'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à voir l'extérieur. Déjà, dans mon intérieur, c'était compliqué. Ma mère, comme je l'expliquais, elle était femme divorcée, donc elle avait 2 enfants à charge. On a eu un parcours de vie assez compliqué avec le divorce et compagnie, donc elle a dû se relever de tout ça. Elle a perdu énormément, et donc je l'ai vue se reconstruire dans un HLM, à essayer de s'en sortir par elle-même sans demander trop d'aide, parce que elle avait déjà l'appartement qui était quand même une aide quand même très sympathique, qui nous a permis d'être dans le cœur de Paris, hein, sinon j'aurais jamais été dans le 19e, j'aurais sûrement été soit en banlieue très loin, soit potentiellement même dans une autre ville, et c'est vrai que d'avoir été à Paris, malgré la difficulté, fait que j'ai pu avoir accès à plein de choses. J'avais une carte imaginaire, je me baladais partout, j'avais accès à plein de choses, des soirées, des copains, par-ci, par-là, de la culture, même si à l'époque on téléchargeait aussi énormément via Internet, parce que ça coûtait quand même assez cher. Mais ouais, je pense que déjà chez moi, j'avais un climat qui me disait attention, tu vois, des erreurs de vie, ça peut être se mettre avec la mauvaise personne, ça peut être faire des enfants trop tôt. Moi j'étais quelqu'un qui pensait déjà énormément très petit, j'étais très peu expressif mais beaucoup dans mon esprit en train d'analyser, compter, très mathématique, hein, très logique mathématique, et d'essayer de me dire comment ne pas reproduire les erreurs que je vois autour de moi, que ce soit chez ma propre famille, de l'entourage de ma famille, ou de mes amis. Quand j'allais chez un copain, j'avais toujours un petit regard pour me dire « Ah, c'est comment chez eux? Ah tiens, j'ouvre le frigo, il est pas pareil que chez moi. » Enfin, ouais, Alors, j'étais comment très là-dedans. justement, comment tu prends les choses à ce moment-là? Donc, tu vois que tu as une facilité pour les jeux, mais c'est pas forcément évident que ça peut être une carrière. Clairement. Quel était ton processus pour que progressivement ça devienne un métier? Un pari sur l'avenir parce que vraiment, effectivement, moi j'avais des études de comptabilité en parallèle où je faisais justement un BTS gestion et compta et je me sentais vraiment derrière un bureau avec des facilités. Sincèrement, dans mon travail, je voyais que par exemple, celle qui était là depuis très longtemps, vu que l'informatique était arrivée pendant sa carrière, je faisais son travail en 20 minutes, je faisais ce qu'elle faisait en 3 heures, quoi. Mais parce que très habile avec Excel, très habile avec l'informatique, vu que je l'utilisais déjà énormément personnellement, donc ils étaient impressionnés. Et j'ai appris à ce moment-là à me dire, putain, en fait, quand tu vas vite, on vient pas te dire bravo, tu es allé vite, rentre chez toi, profite de ton après-midi. Non, on te dit, ah, tu vas vite, tiens, prends-en un peu plus, parce qu'en fait, on te paye pour la charge de travail que tu es capable d'accomplir en 35 heures. On te paye pas pour faire le travail qu'on t'a décerné. Et donc à partir de là, je rentre dans les trucs faciles où Altab, je suis sur les réseaux sociaux, je le fais un peu moins vite. T'as ralenti. Bah, j'ai T'as ralenti, voilà. Après, j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie à essayer de comprendre la mascarade de la société, mais qui du coup est peut-être là pour une chose utile. Mais moi, je suis très mentalité de vas-y, auto-entrepreneur, on fonce, on se fait sa boîte, on sait pourquoi on fait les choses. Là, je voyais pas l'intérêt, même si je comprenais qu'il y avait un intérêt plus grand, mais je faisais des tableaux sur des tableaux et je faisais de la compta sur de la compta. Donc c'était facile, mais c'était pas passionnant. Voilà, j'avais pas une passion plus que ça. Je pense que si on m'avait peut-être un peu plus brossé dans le sens du poil en me disant ah t'es bon, vas-y profite d'une après-midi de temps en temps ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être été un peu plus motivé. Mais vu que c'est pas le cas, je suis vite devenu comme tout le monde à profiter un peu de la situation en rendant mon travail en temps en heure, mais en essayant d'en faire entre guillemets pas le moins possible, mais vous avez compris quoi, pour après profiter moi à côté. Donc ouais, j'ai vite compris que ça allait pas me stimuler. Et du coup, ce qui me stimule pas peut me faire avoir des idées sombres, tu vois, entre guillemets. Donc j'étais en mode, faut vraiment que j'arrive à trouver quelque chose qui me plaise. Et il y avait un truc qui était tout clair, c'était sur l'ordi, ce qui se passait avec l'e-sport, avec le jeu vidéo de manière générale, mais pas que avec le spectacle. Parce que il y avait déjà quelques shows en Corée, il y avait déjà quelques petites choses aux États-Unis. Et j'étais en mode, mais nous, on kiffe tellement ce qu'on fait. Forcément, peut-être que la génération d'avant nous, elle ne comprendra pas. La mienne, il y a quand même un petit pourcentage où on est dedans. Mais celles d'après, ils seront piqués, c'est sûr. Vraiment, j'ai fait un pari, j'avais 16 ou 17 ans, j'étais en mode, c'est sûr. C'est trop bien, je suis là, j'ai 3 écrans ou 2 écrans. Je peux regarder un programme télé, entre guillemets, en semi-mute sur le côté, jouer aux jeux vidéo. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on joue aux jeux vidéo où on consomme quelque chose, un divertissement, et on a toujours à côté un stream ou quelque chose qui tourne
Ce ou un podcast. Netflix, quoi, ou un podcast, effectivement. Donc finalement, on a été les premiers à avoir ce train de vie qui était vu très bizarrement par pas mal de monde qui n'était pas du tout à l'aise avec l'informatique. Je prends mes parents en exemple, mais pas que, quoi. Même des fois, des collègues de classe, ils ne comprenaient pas que parfois, pendant les vacances scolaires, je disparaissais 2 semaines, je revenais, j'étais le gars normal, foot, cinéma et tout, et après, je redisparaissais 2 semaines, full tryhard tous les soirs, à essayer de m'immiscer dans des groupes de plus âgés que moi. Ouais, t'as eu ces deux identités finalement, Ouais, sociale et totalement. geek jeux vidéo. Totalement, on m'appelait le courant d'air parce que je disparaissais pendant les vacances scolaires et je réapparaissais dès que la rentrée revenait et j'avais un comportement totalement normal. Mais j'ai toujours été dans cette adaptation à mon environnement. J'ai toujours eu besoin de faire un effort pour m'adapter à où je suis et avec qui je suis. J'ai l'impression que l'effort devait toujours venir de moi en me disant, bon, bah, c'est toi qui es pas normal, donc montre-le le moins possible. Des fois, quand tu as des idées ou des questions en tête, la pose pas forcément, garde-la pour toi et analyse et trouve la réponse par toi-même à travers des comportements, des gestes de main ou quoi que ce soit. Et du coup, ça m'a créé une sorte de capacité que j'utilise aujourd'hui à lire les gens avec qui je suis quand ils sont mal à l'aise, quand il y a ci, quand il y a ça, pour pouvoir l'utiliser à bon escient pour les émissions ou juste pour passer un moment agréable. Donc ouais, un vrai Quand- pari et un pari gagnant parce que le streaming est arrivé très rapidement avec Ounet TV et ce genre de choses, Dailymotion. J'ai pris connaissance de Millennium, qui était une sorte de premier camp d'entraînement français. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tenter, hein. Un ami à moi, il avait envoyé une invitation à Millennium à me contacter pour que je puisse rejoindre leur web TV. Ça l'a fait, j'avais déjà commencé à streamer de mon côté. Ça a commencé de là, et à partir de là, j'ai jamais eu de temps d'arrêt. C'est parti comme un courant d'air aussi. Ouais, quand on t'entend, il y a un côté c'était moi et du coup j'étais au bon endroit au bon moment et je Ouais, m'en je suis pense. rendu compte. Ouais, je pense. Dans quelle mesure est-ce que tu as fait des choix délibérés, tu dirais par exemple entre ce moment-là et où tu commences à te faire payer pour jouer, si je simplifie, euh, et maintenant il y a eu plein de nouvelles opportunités saisies avec des changements, énergie, le monde l'industrie elle-même a changé, donc tu prends des tonnes de décisions pour pas être. Si je regarde C'est les vrai. joueurs pros de la première heure, la plupart sont pas forcément compétitifs aujourd'hui parce que le jeu a changé et eux ne sont pas forcément restés dans le secteur. Donc toi, comment tu prends tes décisions? Comment tu as suivi ou créé la vague d'après toi? Moi, justement, j'ai toujours été dans. J'aime trop être dans le mouvement de quelque chose qui est nouveau. Et dès que ça devient banal, ça me lasse. Et j'ai envie d'être dans l'étape d'après. J'ai toujours été un peu comme ça, même avec mes copains, mon entourage. On essaie toujours de créer le move d'après. Et de ne pas s'arrêter sur ce qui marche actuellement. Quitte à parfois se tromper ou se rater. Donc, je pense que je suis toujours. Pendant que je suis en train de faire une action. En fait, j'ai une sorte de plusieurs facettes. C'est que pendant que je suis dans l'action, je suis très très connecté dans l'action. J'ai mon cerveau qui est vraiment mis à 1000%. Je peux avoir 8 personnalités en même temps qui vont calculer plein de choses pour qu'on soit efficace dans le moment clé. Par contre, une fois que l'action est terminée, j'ai une autre personnalité beaucoup plus passive, beaucoup plus réfléchie, où là je me remets à me remémorer plein de choses, à me dire c'est quoi le move d'après, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, avec les retours aussi sur Internet qu'on a par milliers, ça m'a été très utile pour aussi voir plus clair, voir qu'il y avait d'autres schémas de pensée, parce que moi j'ai grandi dans mon 19e, on se ressemblait un petit peu tous dans mon quartier ou même là où j'ai évolué. Et donc avec Internet, j'ai pu voir, oh là, il dit quelque chose que j'ai jamais entendu de ma vie. Tiens, je vais aller un peu plus rechercher qui il est, comment il en est arrivé à ce genre d'état d'esprit. Parfois, c'est une bêtise, mais une bêtise qui peut avoir un intérêt parce que j'essaie de comprendre pourquoi il en est arrivé à dire cette bêtise. Et à l'inverse, parfois, c'est un truc super malin que j'avais jamais entendu de ma vie et que je vois en fait avec son parcours, le mec, c'est une tête quoi. Et donc, tu es en mode, ah ok, le mec qui a une tête peut avoir un avis ou une opinion que j'aurais jamais eu sur ce que je suis en train de faire. Et donc, je me nourrissais de ça parce qu'il y a toujours eu des gens qui me donnaient des bonnes idées. Je suis pas quelqu'un qui est très bon pour prendre une décision. Par contre, je suis quelqu'un qu'une fois que la décision est prise, je suis le bon élément pour que on fasse en sorte que cette décision réussisse. Mais ouais, je mets du temps à me décider. J'ai même eu des remarques comme ça. Des fois, c'est tout bête. Je suis en soirée avec des copains. Je me dis, ah, je rentre pas, j'y vais, je vais pas. Tu sais, toujours dans ce côté de. Je veux tellement m'intégrer dans le moule que j'ai peur de prendre une décision trop personnelle qui va brusquer les gens. Et au bout d'un moment, j'ai une pote à moi qui me dit, mais si tu veux rentrer, juste rentre. Ah oui. Je me dis, ah ouais, c'est si simple dans ton cerveau. Ouais, non, mais je vais rester un peu. Et je me rassois, quoi. Donc, alors qu'en vrai, j'avais envie de rentrer, tu vois. La soirée arrivait à son terme. Et j'ai besoin tu vois, elle m'a poussé. Et c'est vrai, quand elle m'a dit ça, mon cerveau, il me dit, ah mince. C'est-à-dire qu'elle, peut-être qu'à ma place, elle se serait dit, bon, bah, j'y vais, c'est fini. C'est comme ça qu'on prend une décision, voilà. Qu'est-ce que moi j'ai envie à l'instant T. Et je me suis tellement peu demandé qu'est-ce que moi j'ai envie à l'instant T que je n'arrivais plus à faire ce processus-là. Donc je pense que j'ai du mal à prendre les décisions. Elles sont souvent aiguillées par mon entourage ou, ou comment j'analyse l'environnement dans lequel je suis en me disant ça c'est le move d'après qui est pertinent et qui peut avoir un taux de succès assez élevé.
Par contre, une fois que la décision est prise, effectivement, là, je suis méthodique, je fonce, je sais pourquoi je fais ça comme ça, je vais prendre le temps, je sais quand je suis prêt, je sais quand je suis moyen prêt, je sais quand je suis pas prêt. Et il y a tout un processus, que ce soit intellectuel ou de recherche ou d'incarnation ou de prévisualisation. J'aime beaucoup, moi, être quand je fais un KCX, quand je fais un GP Explore, l'événement, comme beaucoup de gens dans le monde du spectacle, je me le suis fait mais 1000 fois dans ma tête avant, quoi. Et c'est ce qui fait que la 1001e, qui est la vraie, est différente, mais je suis pas pris de court sur certaines situations. Il y a bien sûr plein de situations qui sont en impro, mais les autres situations qui me rassurent dans ma manière d'avoir anticipé la chose fait que je suis meilleur quand après c'est de l'impro, quoi. Parce que le reste cool. Tu peux donner un exemple qu'on comprenne et aussi pour ceux qui connaissent pas le milieu du e-sport, d'une grande décision, par exemple, que tu as Ouais. prise et de ce que ça a amené? Dans le milieu de l'e-sport ou dans l'événementiel? Celle que tu préfères. Dans l'événementiel, si on prend par exemple le GP Explorer, le dernier, une grosse décision qu'on a eu avec Squeezie, c'était de faire revenir les 4 anciennes légendes. Où en fait on voit le show, on comprend à peu près le show et on est en mode tiens il manque c'est vrai quelque chose et le public avait réclamé de revoir les légendes et on s'était dit bah tiens faire une course des légendes en plein milieu fait que ça va redynamiser la situation et ça peut donner aussi quelque chose de cool avec une vraie idée un peu neuve. Et quand on voit le succès que ça a été sur l'événement, bah, on était très content de prendre ce risque-là. Et moi, du coup, quand le week-end démarre, je sais qu'on garde la petite surprise. Bah, je meuble en gérant ma tonalité, en me disant, bah, faut pas que je sois trop haut, parce qu'au moment où je vais déclarer la surprise, bah, ça va pas être plus haut que haut. Donc du coup, ça permet de gérer mon rythme et ma tonalité sur la journée comme une partition de musique, pour qu'au moment où on arrive à la surprise, ça sonne très juste, assez haut, sans en mettre non plus, sans casser les oreilles. Donc il y a ce côté où l'idée, il faut la mettre sur le papier, il faut qu'elle soit pertinente en son temps et qu'elle tape juste. Mais après, derrière, c'est comment tu vas la raconter et l'amener pour qu'elle vienne toucher le succès qu'on espérait. Et la course des gens, je pense que c'est un des souvenirs les plus marquants pour les gens de ce GP Explorer 3. Tu peux réexpliquer ce que c'est le GP Explorer pour ceux qui Ouais, sont vraiment en GP. dehors? Je sais que Ouais, c'est. Non, c'est vrai, t'as raison. Il y en a qui connaîtront pas. C'est un événement que Squeezie a organisé suite à une donation goal à un The Event, qui est un événement caritatif dans le milieu de Twitch. Et suite à ça, bah, il a réussi à se connecter avec le circuit Bugatti du Mans, donc ceux qui font les 24 heures du Mans habituellement, et du coup bah, toute l'industrie d'Internet pour réussir à créer une course de F4 fait par des professionnels, sauf que là on a des pilotes d'un week-end, parce que ce sont des créateurs de contenu habituellement, mais on est encadré comme des professionnels avec la FFSA, avec des ingénieurs, enfin vraiment ils sont préparés comme des pros, mais sur une très courte durée. Et avec Pour une faire un audience qui truc était assez incroyable. Ouais, une audience qui est incroyable, on a fait plus de 1,5 million sur Twitch, mais en cumulé, je crois que c'était plus de 3 millions en direct, avec le fait que ça soit aussi diffusé sur France TV, et au global, ça touche une trentaine de millions de personnes sur le week-end, quoi, qui sont venus jeter un petit coup d'œil par-ci par-là à un moment. Donc c'est 3 millions de viewers à un instant T, mais une trentaine de millions dans le monde entier touchés. En reach, ouais. En reach, ouais. Donc c'était Excellent. un bel événement. Bon, les statistiques, c'est quelque chose. Moi, je pense surtout à la partition et au fait que là, tu te poses sur YouTube, tu le regardes en entier, tu comprends ce qu'on te raconte. Mais après, les statistiques, ça fait toujours plaisir à la fin parce que c'est le seul moyen de se rendre compte du succès du truc, ou alors de par le fait que les gens nous en parlent quotidiennement quand on les croise dans la rue. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Parce que là, quand tu le rencontres, on dirait que c'était évident. Tu avais vu venir l'e-sport un peu avant tout le monde. Ensuite, tu as eu cette opportunité de passer de joueur à commentateur, animateur, twitcher. C'est devenu assez logique pour toi très vite. Il y a forcément eu des moments de doute, des moments difficiles, des choses que tu as fait que tu regrettes. C'était quoi? Partage-nous un peu aussi Des doutes, il y en a tout le temps. Et justement, en fait, c'est dans le doute. C'est pour ça que je disais que j'aime bien pleurer mes défaites et pas faire des victoires. C'est dans le doute que j'arrive à sortir le move où je vais prendre le gros risque. Et après, j'essaie de me convaincre que en fait, il n'y avait pas de doute et que c'était ça l'idée. Mais en fait, il y a toujours des doutes. Dans tout, il y a des doutes. Avant de monter sur scène, il y a des doutes. Avant de poser une idée ou de dire une idée aux copains, il y a des doutes. Parce qu'on a peur de dire une bêtise, d'amener les gens. Parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas que mon intérêt. Il y a aussi tous ceux qui gravitent autour. Ça peut être même les sponsors, de par leur investissement. Ça peut être les agences derrière nous qui soutiennent. Et c'est du travail de centaines de personnes. Ça peut être aussi celui qui me fait confiance, comme un Squeezie ou un Kameto ou un Gotaga. Donc c'est un peu plus dur. Moi, j'aime la complexité, mais des doutes, j'en ai eu tout le temps. Le doute que j'ai eu, c'est l'époque où je suis effectivement sorti un peu de l'e-sport pour aller dans le divertissement, qui était en vrai de vrai mon vrai point fort. C'est juste que l'e-sport m'avait aseptisé, donc m'avait rendu un peu robotique. Quand tu es en e-sport, quand tu es dans la compétition, tu essaies d'annuler toutes tes émotions parce qu'elles apportent rien. Donc tu fais abstraction des émotions. Donc tu deviens un peu une sorte de forme de robot, mais tant mieux parce que après c'est juste de la mécanique qu'il faut faire en boucle.
Et du coup, j'ai été content de retrouver une sorte de forme de personnalité en sortant de là pour reprendre du plaisir, recréer du divertissement, repartager des émotions à travers mon émotion aux autres. Donc ouais, des doutes j'en ai eu tout le temps, des doutes j'en ai eu tout le temps. Par exemple à l'époque quand j'étais chez Millennium, il y avait Eclipsia qui nous avait appelé, Eclipsia qui était une autre structure qui était en train de se monter en Angleterre, qui était très forte, qui avait déjà récupéré les plus gros talents. Et par exemple à ce moment-là, ça a été un moment clé de est-ce que je reste entre guillemets le petit prince de Millennium ou est-ce que je redeviens un soldat magique chez Eclipsia parce qu'ils avaient toute l'armada. Et moi j'ai été très fidèle tout au long de ma carrière. Donc là c'est plus une question de fidélité qui a fait que je suis resté chez Millennium à cette époque-là parce que ils m'avaient beaucoup apporté et que je trouvais que c'était un bon moyen de leur rendre à ce moment-là de ne pas prendre la facilité d'aller là-bas. Quelque chose que je peux regretter in fine parce que c'est vrai que ça a été un moment un peu de temps mort, même s'il se passait des choses, c'était beaucoup plus léger par rapport à l'exposition qu'avait Eclipse à l'époque, mais c'est ce qui avait donné aussi après le rachat de Millennium par Webedia, ce qui fait que je remonte à Paris, donc je retourne chez moi grâce à ce rachat de Webedia sur Millennium, et donc à partir de là, je recommence à réapprendre des choses, à revoir certaines choses, et surtout à me dire que c'est l'heure en fait, c'est l'heure de partir en indépendant. Pareil, hein, quand je parle de Webedia pour aller en indépendant, il y a du doute, mais c'est du doute qu'on essaye de pas trop s'enfermer dedans, parce qu'on se dit que si on n'est pas bien à l'instant T, il faut changer quelque chose. Peut-être que ça sera moins bien après, mais l'inactivité, l'inaction, c'est le pire des choses. Donc, prenons le risque. Encore une fois, j'ai la chance de pouvoir prendre des risques. Ça faisait partie un peu de ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit un peu au début. Par contre, avec ce syndrome de l'imposteur, comment je le combats? Je le combats par la force de travail, par prendre des risques, encore même quand je suis dans quelque chose qui marche, je continue de prendre des risques, je continue d'apprendre, je continue de me rendre utile. Et c'est là que je me sens vivant, quoi. C'est quand je suis en danger. Et à l'inverse, quand je dois prendre ces décisions et quitter des groupes comme Webedia, comme Millennium à l'époque, je me remets un coup de pied en me disant maintenant tu peux compter que sur toi-même et on y retourne, c'est un nouveau cycle et ça me permet de combattre ce biais de l'imposteur, mais au final non, au final je pense que c'est effectivement la conjoncture. Je suis toujours très connecté avec ce qui se passe sur Internet, c'est assez clair dans ma tête, c'est plus le quand est-ce que ça va se passer que c'est difficile à déterminer. Mais les moves, on les a à peu près, quand on sent quand c'est en train de s'effacer, de s'éteindre quelque part. Faut juste pas trop insister. Maintenant, c'est quand est-ce qu'il faut faire le move d'après, quoi. Intéressant parce qu'on a, dans les gens qui font pas grand-chose de bien, on a les profils de gens qui prennent des risques insensés et donc des murs régulièrement et après se calment. Puis il y a des gens qui prennent jamais de risques et qui ont toujours cette idée. Et tu disais, j'aime bien, c'est un équilibre. On a l'impression que tu pars dans tous les sens et que tu fais plein de trucs. Mais ce que tu dis, c'est plutôt, je mets longtemps à déclencher. C'est ça. Par contre, quand j'y vais vraiment. Et là, on voit l'exemple d'une erreur, puisque Illenium a rien, pas remonté à ce moment-là, et ça a été la fin d'un chapitre. Exactement. Et c'est une erreur que tu regrettes pas du tout, parce qu'elle t'a amené à l'étape suivante. Et c'est comme ça, quoi. Clairement, et puis Millennium, moi, ce qui m'a apporté le plus, c'est d'être connecté avec toutes les forces en fait du milieu. Hein. C'était quand même c'était une petite start-up, donc en fait, tu avais accès à tous les pôles. Chose que quand je suis arrivé à Webedia, j'ai bien compris que quand tu n'as plus accès à tous les pôles, le métier il est moins sympa. En tout cas, pour ma personnalité, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans le mouvement tout le temps, d'être connecté avec tout ce qui se passe. Et chez Millennium, je pouvais aller voir l'ingé son, je pouvais aller voir le commerciaux, je pouvais aller voir le monteur, je pouvais aller voir le graphiste, je pouvais aller voir vraiment tous les cœurs de métier, m'intéresser à eux, leur pénibilité de travail, leur compréhension. Ça t'apportait quoi, ça? Ça a été super utile, surtout avec ce que je fais aujourd'hui, où j'ai monté même carrément une boîte de production. Même quand je fais un spectacle ou que je suis sur un show, je connais les contraintes de l'ingé lumière, je connais les contraintes de l'ingé son, je connais les contraintes de ci, de ça, du caméraman, de tous ceux qui travaillent sur l'événement. Ça me permet d'être pertinent en fait quand rien que j'échange avec eux, et ça me permet de me dire une fois que je suis sur scène, c'est leur travail que je mets aussi en lumière. Et donc en fait, je suis quelqu'un qui va entre guillemets accumuler tout ça pour après le transmettre au public, et en fait je transmets au public le produit fini, quoi. Je suis qu'un petit échelon de tout ça, mais je suis celui qui est mis en lumière en avant, et c'est celui qui doit faire en sorte qu'on comprenne que tous ceux qui ont bossé derrière sont des bons aussi, quoi. J'ai l'impression que tu as pris ton envie d'empathie dont tu parlais pour les soirées, de faire plaisir aux autres. Totalement. Tu l'as transformé en leadership. Totalement. C'est exactement ça qui me motive le plus, parce que comme je dis, une fois que je suis seul dans un projet solo ou quoi, j'ai plutôt tendance à traîner du pied, quoi. Donc au contraire, c'est par la motivation et l'entourage que je me motive à me dire maintenant que c'est lancé, on peut plus faire marche arrière, et on va faire du mieux qu'on peut, et ça me met mes neurones en action à 10 000%, parce que je me mets cette pression je porte aussi leur travail sur mes épaules, quoi. Et comment tu gères ce paradoxe? Parce que finalement, si je regarde ta carrière, que ce soit joueur pro, animateur, et toutes les variantes qu'on peut mettre entre ces deux-là, on dirait que c'est un job très individuel. Et en fait, ça a toujours été un jeu d'équipe pour toi.
Totalement. Et donc, comment tu fais le lien entre autonomie et collectif? Ça a été le plus dur, ça c'était aussi un des choix que j'ai dû faire à un moment où, par exemple avec Domingo, on avait fait la Stream Team, qui était un événement qu'on faisait tous les mardis sur League of Legends, mais pas que, mais on était 5 personnalités très fortes, et Domingo, on était quand même la vedette principale, c'était sur sa chaîne, c'était lui qui avait amené le mouvement, etc. Mais moi, j'avais été un peu celui qui était le chef d'orchestre, donc c'était deux rôles différents, entre la vedette et le chef d'orchestre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai que à jouer ces multicasquettes en permanence, je vais créer des conflits, je vais parfois prendre une place qu'il faut pas, ou à l'inverse créer une peur qu'il faut pas. Et il faut vraiment que je sois d'accord avec moi-même d'être dans ce rôle soit de second, donc de celui qui va amener la lumière, qui va amener la matière, qui va essayer de tendre des perches, ou de raconter l'histoire, ou justement être celui du premier qui sur un événement va être l'âme de l'événement et qui va le porter. Mais ça a été vraiment une grosse réflexion qui fait que j'étais un peu dans ce paradoxe en permanence de j'ai envie quand même que ça me corresponde et que ça me plaise à moi tout seul. Mais en même temps, là où je me sens le mieux, c'est quand il y a un, il y a un, il y a un, ouais, il y a un besoin général, quoi. Quand vraiment c'est tout le monde qui va en sortir gagnant, c'est là que je me sens le plus stimulé et que je me suis dit, il faut que je me concentre sur des tâches qui font que je vais plus me tourner vers ce truc-là. Qui font que je vais Ok. parler un petit peu moins de moi, parler un peu moins de ma vie privée, me mettre un peu moins en avant, mais pour mettre plus en avant mon travail et le travail des autres. Il y a une question que je pense que beaucoup d'auditeurs se posent à ce stade de ton récit qui est hyper impressionnant, c'est comment quelqu'un qui aimait pas trop l'école, qui se considérait pas très bon, qui ensuite était joueur de jeux vidéo, puis employé d'un média web, devient entrepreneur, producteur, animateur, Twitcher, et enfin Twitcher on peut comprendre le lien, mais tout le reste, comment ça s'apprend quand tu es autodidacte, comment tu as fait? Je suis sûr qu'il y a Allez, des centaines de gens qui nous écoutent et qui se disent mais j'adorerais me lancer dans un projet, mais j'ai trop peur, j'ai jamais appris et c'est le terrain vers l'inconnu. C'était quoi ton rapport à ça? on en revient à ce que je disais, où je pense que j'ai eu un peu de chance de pouvoir prendre des risques. C'est-à-dire que si ça ne marchait pas, je pouvais retourner entre guillemets chez maman. Si ça ne marchait pas, je pouvais avoir voilà, une sorte de plan B, c'est-à-dire d'aller travailler comme j'ai pu le faire avant. J'avais travaillé dans des fast-food très tôt pour me payer mon premier PC. Jamais demandé d'argent, même à mes proches, parce que j'avais expliqué que ma situation familiale était compliquée. Tu l'avais en Euh, tête, ça? Tu te disais ça, si ça rate? Non, Ouais, quand tu prends une décision, tu non, réfléchis à la défaite. c'est Est-ce plus en qu'elle pourrait discutant avec d'autres impliquer? gens. C'est plus en discutant avec d'autres gens où je me dis, putain, c'est vrai que c'est peut-être ça qui fait. En fait, je me suis dit, pourquoi moi j'arrive à prendre des risques que les autres prennent pas? Et après, en reculant, je me dis, mais en fait, c'est parce que j'ai l'impression potentiellement d'avoir. J'ai encore mes parents, quoi. Donc, j'ai cette impression que si ça se passe mal, je peux retourner Un filet là de où j'étais sécurité. avant, dans ma vie d'avant. C'est la partie où on n'est pas tous égaux face à la Ouais, prise de et risque. j'avais d'autres collègues en face de moi qui me disaient, ah bah moi, tu vois, ça se passe mal, j'ai plus rien. Et j'étais en mode, ah, putain. La même, tu vois, des fois, tout est des rencontres, hein. C'est pour ça que moi, j'adore rencontrer des gens. Quand on explique comment j'ai pu accomplir tout ce que j'ai accompli, c'est par rapport à des rencontres où ils m'ont transféré leur passion, quoi. Je disais tout à l'heure, j'essaie d'éviter le pire chez les gens, mais j'essaie surtout de prendre le meilleur chez les gens aussi que je côtoie. Et je pense que tout être humain doit faire ça, donc à travers les livres, à travers plein d'œuvres, mais aussi à travers les moments de vie qu'on partage avec les gens. J'ai réussi à prendre tout ça, et vu que j'ai été quand même toujours très amené à aller vers les gens pour les entendre, les écouter, prendre le temps, pas juste de parler pour parler, non, c'est vraiment de faire preuve d'empathie, de me mettre à leur place. J'ai réussi ils m'ont transféré tout ça, et je pense depuis tout petit j'avais déjà ces idées-là en tête. Maintenant, je n'avais pas les compétences, donc compliqué d'y aller sans les compétences. Et à force d'avoir croisé des gens qui avaient les compétences, et qui arrivaient à me l'expliquer par A plus B, je suis quelqu'un qui apprend très vite et qui a une très bonne logique. Par contre, trouver les solutions par moi-même, je suis pas le meilleur. Par contre, quand on me l'explique ou qu'on me le démontre, là, tu n'as pas besoin de répéter deux fois, hein. C'est une seule fois et après, merci. Ça déroule. Merci pour l'éternité, c'est bon, c'est acté. Et donc, du coup, à force d'avoir côtoyé des gens, puisqu'on était dans un milieu qui était en train de naître, donc tout était à créer, tout était à bâtir, donc finalement, tout était prise de risque. Et tous ceux qui venaient étaient principalement des autodidactes. Un peu comme moi. Du coup, on se reconnaissait très vite, on se comprenait très vite. Suite à ça, il y a eu une deuxième vague où là, tu as eu des gens confirmés d'autres secteurs qui se sont dit, ah, il se passe quelque chose dans ce secteur du gaming, du divertissement d'Internet, donc on va y venir aussi. Ça a été une nouvelle vague de compétences. Et je n'ai jamais relâché ces efforts en me disant, la nouvelle personne qui rentre, je vais apprendre aussi. Quand j'étais chez Millennium, je traînais déjà avec OGaming, qui est devenu OTP, qui était une sorte de temple du cast de l'e-sport. Je traînais déjà avec Eclipsia, même si je ne les avais pas rejoints, j'avais plein d'amis là-bas. Donc j'ai toujours eu un œil et des oreilles partout pour essayer vraiment de comprendre l'environnement, comment il évolue, et surtout de comprendre ma place là-dedans, et surtout de me dire, si je peux apprendre des choses, c'est le moment, quand on peut encore se rater, c'est encore petit. Bon, à l'époque, on avait l'impression que c'était géant, et quand quelqu'un me disait, je comprends pas ce que tu fais, j'étais en mode, bon, c'est toi le problème, alors que non, on était une niche.
Aujourd'hui, maintenant, c'est extrêmement grand public, quoi. Là, on voit, tu peux dire une bêtise sur Twitch à midi, à 14h, tu la prends pleine face et il y a des millions et des millions de reach. Il faut littéralement désamorcer. Nous, à l'époque, on n'avait pas encore tout ça. Mais pourtant, on avait déjà cette pression de se dire, on est des exemples pour la future jeunesse, donc il faut faire quand même les choses bien. On est regardé par des centaines de personnes et ce qu'on fait va être éternellement sur Internet. Donc, on doit quand même faire attention à ce qu'on propose. Pour qu'on se rende Éternellement, compte il y a de- Cloudflare qui est en panne là au moment où on parle, mais Ça reviendra. Mais il y a bien quelqu'un qui l'a dans son disque dur. oui, oui. Pour qu'on comprenne la portée de ce que tu dis, c'est combien les plus gros événements e-sports à l'heure actuelle de viewers? Je pense que c'est 1,5 million, 1,6 million dans l'instant T. Après, encore une fois, le reach qu'on fait, plus la vidéo YouTube derrière qui va refaire plusieurs millions, donc tu peux jamais estimer. Mais en pic, en viewer peak, ouais, c'est 1,5 million, 1,6 million. On a le GP Export qui l'a fait, Detterfight qui en était pas très loin, l'Eleven All-Star de Amine aussi qui en est pas très loin. Voilà, donc ça, c'est principalement les événements qui. C'est comme une belle grosse émission de télé à peu près en termes de Ouais, reach. exactement. Puis là en plus, c'est pas médiamétrie, là, c'est fixe. Oui, les oui. gens sont tracés à l'IP, donc on en est certain. C'est pas des sondages coup de téléphonique, même si je pense que ça a quand même bien évolué médiamétrie depuis. Mais ouais, clairement, c'est ça. Mais après, c'est aussi toute l'année. Et puis il y a les vidéos YouTube, quoi. Les vidéos YouTube, quand elle va toucher 12, 15. J'ai fait des vidéos avec Michou, des vidéos avec Squeezie, des vidéos avec Gotaga. Elles ont fait 30 millions de vues, 35 millions de vues. Bon, bah, à partir de là, ouais, ça devient dingue, quoi. Ça devient vraiment fou. Donc ouais, je pense qu'on touche beaucoup de monde aujourd'hui. Ça aussi, ce que j'ai compris, c'est que vu que nous, on se détachait un peu de la télé, qui avait, entre guillemets, était en train de changer de forme, il y avait de moins en moins de direct, donc c'était de moins en moins, entre guillemets, attirant, parce que ce que les gens aiment sur Twitch, c'est ce côté, il peut se passer tout et n'importe quoi. Faut être là pour le voir avec le fameux GIFU. Si tu l'as raté, bah voilà, tu vas le voir en replay, on va te le raconter, mais t'étais pas là pour le voir. Ce qui était un peu la télé d'avant, la télé avec le direct, il pouvait se passer tout et n'importe Je me quoi. souviens, ouais, enfant, on se disait qu'est-ce que tu as regardé ce week-end et on avait tous regardé la même chose et on avait une expérience partagée. Exactement, et puis s'il y avait C'est une moins vrai folie, aujourd'hui avec un tu VOD. pas dans la cour de l'écran en disant ah tu l'as vu à un moment il se passait ça. Là aujourd'hui maintenant c'est bien plus compliqué. Même si sur Twitch on essaye de recréer ça mais à travers les clips, donc les clips qui vont tourner sur les réseaux sociaux en court format. Mais il y a quand même ce côté où les gens qui viennent sur Twitch viennent en se disant c'est du direct, c'est de l'authentique, c'est de l'instantané. Il peut se passer plein de choses et je serai là pour en témoigner. On a une petite tradition sur le podcast. Ouais. Comme tu sais, Pedro est un grand joueur de poker Ah, et il va essayer de lire ton bluff. Je vais te demander Oh, j'adore. d'imaginer 2 anecdotes. ok, Une qui vient de ton passé ok. et une qui vient de ton imagination. Une vraie, une fausse. Et de les dire comme si elles étaient vraies, mais dans l'ordre que tu veux. Et Pedro va essayer de détecter laquelle est un mensonge. Ok, C'est bon pour toi? je suis très grand joueur de poker aussi. Ok. Ah, Ouais, on aurait pu s'organiser une petite table. il y aura toujours une opportunité. Ouais. Ouais, ok. Ok, je commence. Alors, c'était un week-end, j'étais avec un ami à moi, on était en voiture et on s'est retrouvé à rouler un peu vite sur le périphérique. Donc, contrôle de gendarme, on s'est retrouvé à devoir montrer les papiers. C'était pas moi qui étais au volant, c'était mon collègue. Montrer les papiers, ça s'envenime un petit peu. Et voilà, dans un excès un petit peu d'excitation, je me mets à protéger mon collègue. On finit tous les deux en garde à vue, on a pris 24 heures. Protégé. Protéger, défendre quoi, défendre mon collègue. Donc t'as un peu mal parlé, outrage et Il y t'es a eu rien. des petits gestes physiques. Ah, Petits gestes physiques, pas de coups portés, mais des gestes de bousculade. bousculade. Avec la effectivement. police. Effectivement. Ok. Deuxième anecdote. Quand j'étais petit, j'ai été kidnappé dans un autre pays pendant plusieurs mois avant de revenir en France. Oh, il y en a une des deux qui est vraie, quoi. C'est complètement fou, mais je suis sûr que la deuxième est vraie. Mais c'est complètement fou de s'être fait kidnapper. Je trouve ça incroyable. Donc tu mets sur la J'ai deuxième. mis sur la deuxième. Effectivement, c'est la deuxième qui était vraie. Ah, bravo. j'étais J'ai sûr. trop hésité sur la première, c'est ça? Non, non, c'est autre chose. Ok. Ouais, je peux le dire, je peux le dire. Attends, il a dit qu'on allait faire une partie, tu vas peut-être pas lui dire tout de Donne-moi suite. donne-moi mon. Ah, on joue d'abord au poker et après je te dirai comment je sais que Moi t'as j'ai bien aimé parce que tu es un vrai joueur de poker. La plupart des gens ici ils essayent de rien montrer. Et toi tu as au Non, contraire essayé d'être je très montre, expansif je et de l'influencer. Ouais. Et ça m'a aidé. Ok. Hyper impressionnant, t'as été kidnappé. C'est fou. c'est Ouais, fou. non, mais c'était plus par amour. C'était Ah. quelqu'un de la famille, ça a duré plusieurs mois. Ma mère
qui a fait tout le nécessaire pour nous retrouver, nous récupérer. Ça a joué dans cette insécurité, cet inconfort de me dire Tu m'étonnes. je suis jamais réellement safe, je suis jamais réellement chez moi. Voilà, donc je dois m'adapter. Je suis peut-être moi le problème. Voilà, depuis tout petit, j'étais très très jeune. Mais du coup, j'ai toujours été dans cet état d'esprit de fais-toi le plus petit possible, évite les problèmes. En fait, pour moi, le bonheur est inaccessible réellement. Le vrai bonheur, c'est juste de ne pas avoir de problème. Je sais pas si Tu vois. c'est un peu un résumé bête et méchant, mais déjà de ne pas avoir de problème, c'est déjà une certaine forme de bonheur, quoi. Ouais, ça sent. Après, le Merci vrai, d'avoir vrai partagé bonheur, cette anecdote. Non, mais voilà, Tu viens de loin. j'ai tout donné, j'ai all-in, mais il m'a tout pris. Ah, il est bon. Il est bon, il est bon. Nicolas, grand magicien de son état, va te faire On a les mêmes passions. un interlude. On a les mêmes passions. Toi aussi, tu es magicien? Ouais. Je magicien. C'était pour plaire, parce que j'ai fait beaucoup de colonies quand j'étais petit. D'où le fait aussi de comprendre l'environnement. Parce que c'est vrai que là, je parlais beaucoup de ce qui se passait à Paris. Mais quand tu fais des colonies tous les étés, bah là, tu rencontres des gens de la France entière. Quand tu comprends que le mec à Besançon, il est comme ça, que le mec à Nantes, il est comme ça, là, tu te dis, ok, le monde est intéressant. Et j'ai toujours essayé de comprendre la vie, le monde, ce qui m'entourait. La société aussi, qui est encore un autre, où là j'ai l'impression que c'est un jeu vidéo, mais il n'y a pas le règlement de... Il est où le règlement du jeu? Un jeu vidéo, normalement, c'est un jeu fini, tu as le règlement, tu joues selon les règles. Les règles du capitalisme, elles sont pas si claires, en tout cas, elles sont pas exprimées très tôt, et donc il faut les comprendre par soi-même. Et c'est vrai que j'ai eu très peu la tête dans les livres, donc j'ai appris, voilà, autodidacte. Donc magicien autodidacte aussi. Magicien J'ai autodidacte. souvent croisé un mec qui m'a donné un ou deux trucs, je les ai gardés, quoi. D'accord. Ouais, par les rencontres. Eh ben, pas de pression alors. Non, pas de pression, pas de pression. Chers confrères, Ouais. on va faire un, Ça. on va faire un classique. Tu vois, ici, j'ai plein de cartes. Elles sont Ouais. toutes différentes. Ouais. Et je vais te demander d'en choisir une, celle que tu préfères. Je vais tourner la tête pour être sûr que je ne la vois pas. Très bien, je la montre ou pas à la caméra? Tu peux la montrer à la caméra, s'il te plaît, qui est juste là-bas. Je pense que c'est bon. il est C'est bon. Ouais. Et tu me dis stop quand tu veux la remettre. Stop. Stop ici? Ouais. Voilà. Ça va, j'ai pas encore triché. Non, c'est la bonne. Alors, c'est pas un tour où je vais essayer d'aller dans le jeu et de la retrouver, c'est trop facile. Ok. Je vais prendre n'importe quelle carte, par exemple, je sais pas, un 6 de trèfle, ça doit pas être ta carte. Non, malheureusement. Voilà. Et je vais essayer de remonter dans le temps. On va se remettre au moment où tu as choisi ta carte. Ok. Si tu te souviens, tu avais la main comme ça, juste à l'avant. Voilà, si tu peux la mettre à l'avant. Et moi, j'étais avec. Voilà, juste un peu plus loin. Moi, j'étais comme ceci, avec le paquet comme ça. Et là, on a recréé le moment. Ouais. Si on a recréé le moment, Donc là, c'est ma carte. alors ça a dû marcher. Donc là, j'ai ma carte en main. Effectivement. Monsieur est habile de ses doigts. Je peux vous en faire aussi? Allez, Après, vous le gardez ou pas au montage, hein. Ah, avec c'est- plaisir. Je le fais au non-magicien. J'ai un coup à reprendre. Ok, c'est une première dans l'émission. Je mélange, donc histoire juste de... Oh, il y avait une carte rouge. Ah oui, tiens, Tu la prépares carte de quelque tout chose? à l'heure. C'est voilà, le tour d'avant. Ouais. Donc juste pour te montrer que je sélectionne pas les cartes, ok? Donc tu peux me dire stop quand tu veux. C'est juste pour te montrer que je décide pas de l'ordre. Ouais, c'est bon, stop. Ok. Donc là, je dépose des cartes. Ah, tiens, le 9 de trèfle est ressorti en premier. Hein. Tu vois, moi aussi, Mmh. je l'ai le... Ou alors, il y a que Bravo. le 9 de trèfle. Donc là, je pose des cartes de manière totalement aléatoire. Et je vais te demander d'en mémoriser une dans ta tête. N'importe laquelle. Ne me montre rien. Mémorise dans ta tête. Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce qu'elle est dans le paquet 1, 2, 3 ou 4? Le 2. Ok. Donc là, tu la gardes en tête. Tu peux même la dire à ton collègue dans son oreille. Non, je lui fais pas confiance. C'est les magiciens. Les magiciens aussi. Entre On est- magiciens. On a préparé, on est tous les deux contre toi. Ça fait des semaines qu'on C'est prépare sûr. ça. Très bien, donc là tu l'as gardée en tête normalement. Elle est normalement dans un des paquets ici devant moi. Paquet 1, 2, 3 ou 4. 3. Ok, donc elle est en mouvement. Elle est en mouvement. Carte qui est en mouvement. Je reprends les paquets. Et c'est là que ça va commencer. Donc là à partir de maintenant ça va venir une connexion entre nous deux. Ok. Connexion entre nous deux. Donc il y a 4 paquets devant moi. Tu vas en choisir 2. Comme ça à l'instinct. Vraiment. En pensant à ta carte très fort. Ok, c'est deux là. Ces deux-là, tu es sûr. Oui. Est-ce que tu veux changer? Non, c'est bon. Très je bien, la tu as garde. l'air d'être sûr de toi. Un paquet maintenant. Celui du fond. Celui du fond. Est-ce que tu veux changer? Non. Tu es sûr de toi? Et là, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Très bien. Je veux dire 2 cartes. Comme ça. Les deux du milieu. Une carte. Celle la plus près de moi. Est-ce que tu veux changer? Non, je la Là, garde. maintenant, tout de suite, je te redemande si tu veux changer. Je la garde. Quelle était ta carte? Le 7 de cœur. Oh bah non, tu mens. Bravo. Bon, peut-être vous l'aviez, peut-être non. Ah, il a vu des choses quand même. Vu les choses, Je- on peut rien lui cacher à lui, en Je fait. sais pas. Non, c'est un très beau tour. J'aime beaucoup. T'aurais dû changer. On va changer. J'aurais dû changer. Merci. Faut toujours changer. Faut toujours toujours changer, changer. messieurs, c'est vrai. Alors, maintenant qu'on t'a ramené en enfance, l'idée, C'était l'excuse pour cette séquence.
Ah mince, j'ai raté la transi. C'est de connaître, quand tu étais jeune, quel était ton rêve? Comment tu imaginais ta future carrière? Bah, j'avais pas un rêve professionnel, j'avais un rêve de vie, c'était de me sentir libre. Depuis tout petit, comme je l'expliquais, j'ai toujours eu cette sensation de devoir m'adapter à mon environnement, à ce qui se faisait, et il y avait des objectifs qui me faisaient penser que j'allais devenir libre, comme par exemple passer mon permis très vite. J'ai eu mon permis à 18 ans et 3 jours, quoi. C'était un côté où maintenant je deviens un peu libre de mes mouvements, donc je peux partir, je peux à tout moment être en mobilité, libre de mon temps. Parce que bah, à l'école, si j'ai pas été très bon, c'est que bah, le soir, je jouais aux jeux vidéo très tard, un peu caché, et du coup, le matin, je me levais difficilement. Donc, j'arrivais en cours, à partir du lycée, il était souvent 9h, 10h du matin, quoi. Donc, je ratais parfois quelques cours par-ci, par-là. Donc, libre de quand je me réveille, libre de quand je vais m'endormir, libre de quand je vais bouger, etc. Finalement, avec le temps, tu comprends que tu es jamais réellement libre, parce que bah, t'es un élément de la société, donc tu dois aussi répondre de tes devoirs. Mais au moins, eu un peu plus la main sur mon planning, sur mon calendrier, de par déjà avoir fait des choix quand même professionnels risqués, parce que bah, du coup, qui dit risque dit aussi récompense. Mais dans mon milieu, on avait un peu plus cette gestion de notre temps. Maintenant, derrière, mes projets de vie, c'était de ne pas avoir trop de problèmes d'argent, j'ai envie de dire. Parce que je suis très mathématique, je suis très chiffre, mais le seul truc que je regarde pas, c'est les sous, quoi. Donc j'ai juste vu qu'on en a manqué terriblement étant petit, et je me suis dit, si je peux ne pas avoir trop de problèmes de sous et pouvoir gérer mon planning, franchement, je demande rien de plus, quoi, avec la santé bien évidemment. Je demande rien de plus. Et finalement, bah, tous mes choix, tous mes risques et tout mon boulot a été peut-être motivé par accéder à ces choses-là, qui aujourd'hui, j'estime, je l'ai plutôt atteint, quoi. C'est-à-dire que les problèmes d'argent, je regarde beaucoup moins qu'avant, si ce n'est avant où il fallait regarder vraiment au moindre euro jusqu'à 20, 22, 23 ans, c'était à peu près ça. Et puis même dans mon enfance avec ma mère, comme j'expliquais, je demandais jamais rien, quoi. Même des cadeaux ou quoi, j'étais gêné par le fait de recevoir des choses. Donc ouais, il y avait ces deux soucis-là, l'argent et cette forme de liberté, et ensuite me dire une fois que j'ai les deux, bah, je peux essayer de comprendre le monde, quoi. Essayer de comprendre le monde, c'est-à-dire comprendre son histoire, d'où il vient, où il va. Je suis un peu, ouais, j'aime beaucoup discuter de la société, de pourquoi on fait ces mouvements-là, quel est le mouvement d'après. Là, il y a le gros sujet autour de l'IA, qu'est-ce que ça va changer dans cette société. Nous, ça fait très longtemps qu'on en débat déjà entre copains sur Internet. Et alors, vous arrivez à quelle conclusion? Ah bah que ça va être le bordel, hein. Oui. Là, je prends personne de court, autant C'est le scoop, vous l'avez entendu ici en premier, l'IA, ça va être le bordel. Mais oui, mais comme l'informatique a été tu vois, quand j'expliquais à mon père qui lui vendait des vêtements au détail, mais aussi parfois en gros, mais principalement au détail dans le sentier de Paris, donc Rémion Sébastopol, quand je lui ai expliqué que tu devrais faire un site internet, tu vas en vendre partout dans le monde et tout, et qu'il comprenait pas trop, bah déjà pour lui c'était une révolution et ça a été le bordel, tu vois. Et quand on voit aujourd'hui comment le textile il est en difficulté en France de manière générale, et que maintenant on importe, bah, que ce soit de Chine avec les gros sujets en ce moment, mais même d'ailleurs, avant c'était Bangladesh, la Turquie, le Portugal, voilà, il y a énormément de pays. Donc on se rend compte que toute nouvelle évolution va amener sa forme de bordel. Mais l'IA va être le bordel le plus énorme parce que ça va remettre en cause totalement bah, l'individu dans la société, quoi. Quel est son but, comment il s'épanouit, est-ce qu'il va encore avoir un esprit critique. C'est-à-dire qu'avant on voulait des connaissances, des compétences. Aujourd'hui on va juste vouloir un esprit critique et une force de travail de venir supporter une IA qui va quasi tout faire pour nous, quoi. Mais dans ton industrie du divertissement, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact? Oui, sur beaucoup de métiers qui gravitent autour de nous, mais on fait le pari qu'on sera les derniers remplacés quand même. Parce que la dernière forme humaine que les gens vont vouloir garder, bah, c'est dans le spectacle, c'est dans le divertissement, je pense, tu vois. Il y a déjà des VTubers et des VTubeuses qui font carrière? Oui. Ça t'inquiète pas? Non, ça aura son public, forcément, parce que bah, toute dérive va toucher un public au bout d'un moment ou un autre. C'est aussi la magie d'Internet, c'est qu'on finit toujours par toucher son public. Mais je pense qu'il y aura toujours cette envie d'authenticité, de vraies anecdotes, de connexion avec la vraie vie, la même vie que les autres gens. Et ça, des VTubers où l'IA n'aura pas ça, quoi. Elle pourra faire semblant de l'avoir, mais elle ne l'aura pas réellement. Et donc ça finira par se sentir. Là où sur tous les métiers qui gravitent autour de nous, réalisateurs, monteurs, graphistes, parfois même et dans l'édito, enfin sur plein d'éléments, tu te dis ouais, ça peut vite être le bordel, et c'est pas genre un ou deux métiers qui vont être remplacés, c'est 90%, et les 10% restants ils vont juste faire travailler les IA, quoi.
Et là, on parle que de notre secteur à nous, mais ça s'étend à des tonnes de secteurs. Mais comme à l'époque, on a robotisé l'industrie de plein de choses, où avant, on avait besoin d'hommes et de femmes pour porter les choses, maintenant, on a des machines. Un tracteur, ça remplace combien d'hommes? Tu vois ce que je veux dire? Quand il est sur le champ et qu'il fait passer son coup de tracteur, avant, il fallait quoi? 40 personnes, 50 personnes. Donc, rien que ça, déjà, ça a dû être aussi des chocs de d'une autre. Mais parfois, c'était des chocs qui nous permettaient d'aller sur des métiers, on va dire, plus agréables. Mais si on remplace totalement le métier par lui-même, la société de demain, moi qui a fait partie de cette évolution sociale, démarrer d'une échelle assez basse et de pouvoir me dire, tiens, en faisant des bons choix ou en travaillant dur dans des moments clés ou en prenant certains risques, je peux me retrouver à sortir de ma condition sociale qui était mon point de départ, ça va plus du tout arriver, ou beaucoup moins, quoi, je pense. Donc ça remet plein de choses en question, et là on parle du côté entre guillemets un peu fun. Après il y a le côté aussi le pouvoir décisionnaire. Est-ce qu'on met de l'IA dans la police? Est-ce qu'on met de l'IA dans ci, dans ça? Et qu'est-ce que ça va donner? Ça c'est encore plus tordu, mais on sait que ça va finir par être le cas. Et je pense même que c'est potentiellement déjà le cas dans certains pays, si on se renseigne bien, où il y a déjà des essais, mais voilà, l'IA bientôt ça va être un pompier sur un drone, comme là on le voit avec la guerre en Ukraine, où on voit que l'intelligence artificielle ou même les drones connectés peuvent faire des massacres. Avant on avait besoin d'armées entraînées sur des années. Tu dis, mais en fait, la guerre, elle a beaucoup aussi conditionné le monde d'après cette guerre-là. Donc on a toujours compris le monde qu'elle allait suivre une fois qu'on voyait la guerre, comment elle était faite, quoi. Plus la guerre était barbare, plus le monde d'après, il fallait le reconstruire. Maintenant qu'on voit qu'il n'y a plus besoin de s'entretuer en humain et que tu envoies des machines face aux humains, la guerre, elle a changé de forme de manière générale. Et donc ça annonce un monde d'après où c'est les IA qui vont reconstruire aussi derrière. Peut-être pas rentrer dans le débat maintenant, mais c'est quand même théorique parce que le nombre de morts sur les deux gros conflits dont on parle beaucoup en Ukraine, Israël-Palestine, il y a eu énormément de morts humains. Bien sûr. Et il y a eu des vrais tanks, et il y a eu des armées de base, donc c'est vrai qu'il y a... Mais c'est deux couches, voilà, il y a des couches qui se rajoutent. Oui, mais ce qui se passe en aérien permet déjà de dominer ce qui se passe au sol. Donc si l'aérien est gagné par des drones qui coûtent pas cher et que tu peux envoyer comme des explosifs, alors qu'avant, tu réfléchissais avant d'envoyer un avion de chasse. Tu savais ce que tu pouvais perdre ou gagner. Mais c'est sûr. Parce il y a toute une nouvelle façon de se faire des conflits qui si elle est déshumanisée, va se risque développer de manière exponentielle, c'est sûr et certain. Les gens, les armées du futur vont plus investir dans ce pan-là que dans le pan qui est déjà connu, parce que on y a fait entre guillemets pas le tour, mais tu vas pas. C'est pas la même prise de décision d'envoyer des machines ou d'envoyer des humains, donc totalement. c'est vrai que ça facilite la prise de décision. C'est pas les mêmes dégâts aussi, quoi. Tu parlais donc de nouvelles vagues. Là, on a parlé à travers l'IA et un petit passage géopolitique. Là, aujourd'hui, quelle nouvelle vague tu vois pour ton industrie spécifiquement, si demain tu devais imaginer où ça va? Pour toi et... dans le gros divertissement, je pense l'événementiel en priorité, avec surtout le monde du spectacle qu'on est en train de développer de plus en plus. Avec, on l'a dit, avant c'était un peu des événements tests, des événements un peu pour voir la réaction du public, comme les gros shows Eleven All Star, des Terfight, le GP Explorer, etc. Mais maintenant c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui va se banaliser, qui va arriver de plus en plus souvent, déjà parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs dans le milieu qui veulent eux aussi créer leur propre événement, et aussi par la suite, je pense que c'est ce que le public veut le plus, des gros événements comme ça qui rassemblent, parce qu'on est arrivé à une ère où les gens rassemblent les communautés. En fait, il y a eu un moment dans le game où c'était très « j'ai peur de demain, donc je protège mon gagne-pain ». Ok, j'ai réussi à accumuler 3000 viewers, je vais leur faire croire qu'il n'y a que moi qui existe sur Internet, de ne pas leur parler de la plateforme Twitch. Avant, il y avait même un système où on créait des pages Internet pour juste embed notre Twitch, pour pas que les gens aillent sur Twitch et se rendent compte que d'autres chaînes existent. Ça a été pendant 1 an ou 2 ans dans le game, c'était un peu ça, pour protéger un peu son propre bateau et pas couler trop vite, parce qu'on savait que du jour au lendemain, ça pouvait être compliqué. Ensuite, suite à ça, les gens se sont quand même armés de la technologie, ont compris un peu comment ça marche, et puis même il y a eu plus de transparence, plus de connexions, les e-events, plein d'événements y ont contribué aussi, ou même des créateurs de contenu comme Gotamois, où on a essayé, comme un Domingo aussi, de rassembler les communautés plutôt que l'inverse, pour justement se réunir, frapper plus fort et attirer encore plus du coup de marques. Parce que in fine, il y avait aussi ce modèle économique qu'il fallait rendre viable. Maintenant que les marques, elles sont attirées, qu'elles sont demandeurs, maintenant que les créateurs de contenu ont le talent pour, et qu'on a créé assez de métiers autour de nous pour nous supporter dans des tâches aussi compliquées, parce que si on l'a pas fait avant, c'était pas parce qu'on n'avait pas envie, c'est qu'on savait pas comment s'y prendre, on n'avait pas les moyens, et on n'avait pas aussi les gens autour de nous
pour gérer un GP Explorer. Enfin, c'est des milliers de personnes. Donc, Ouais. on a démarré, on était chez Millennium, je sais pas, une cinquantaine, quoi. Donc, pour arriver à se dire que 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, quelqu'un de l'industrie allait créer un GP Explorer, fallait vraiment, fallait vraiment miser. De la vision. Ouais, fallait la vision. Même plus que la vision. C'est là où parfois, même certains profils comme le mien pouvaient avoir des visions. Il y en a certaines, elles nous ont quand même surpris en passant. Hein, pas de Ok. bravo d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui l'industrie elle est prête, les marques elles sont totalement prêtes. Il y a un tout nouveau modèle économique qui est en train de stabiliser, où il y a un retour sur investissement de leur part et ils sont contents en tout cas de ce qui se passe et de la manière dont on fabrique nos événements. Et donc je pense que ça va être amené à se démultiplier. C'est-à-dire que là cette année on était peut-être à 2-3 événements, ça peut doubler voire tripler dans les années suivantes, je pense. Ok. Là, donc, tu es en train de nous parler du succès fulgurant de ton industrie. Moi, quand je fais 100 likes sur LinkedIn, je me sens plus du tout. Je parle plus à mes potes qui font 20 likes. Comment tu gères quand tu as autant de millions de followers et autant de retours positifs toute la journée? On sait que ça fait perdre les pédales à plein de gens. Toi, tu as l'air d'avoir gardé ta bonhomie, ta bonne humeur et ton énergie comme au premier jour. Comment tu gères ça? Je pense que ça a été un travail de longue haleine qui a démarré très tôt parce que c'est pas monté si fort d'un coup. C'est vraiment monté crescendo au départ assez doucement. On a fait 200 viewers, 500, 1000, 2000, 5000, le premier 10 000, etc. Donc les retours des gens étaient surtout sur l'instantanéité. Donc on a toujours un échange direct de discussion comme si on était dans une salle ensemble. Et derrière, dans un second temps, il y a eu vraiment effectivement les retours fixes sur les réseaux sociaux qui étaient plus globales, en mode ah j'ai vu tes derniers lives, j'ai adoré, merci pour ça, tu m'aides dans tel moment, etc. Ensuite, on a pris conscience aussi de notre position, c'est-à-dire qu'on était vraiment comme la télé a pu l'être pour une génération, mais le soir, quand les gens sont fatigués, quand ils ont eu une peine de cœur, quand ils ont eu une difficulté au travail, ou à l'inverse, ils veulent fêter un anniversaire, ils sont super joyeux, ils ont plein de choses, ils venaient vivre ça avec nous. Et donc on s'est vite rendu compte qu'on était vraiment là dans la vie des gens réellement. On n'était pas juste, comme ça pouvait l'être au tout début, un guide pour un jeu vidéo, quoi. Avant, tu venais, tu voulais juste apprendre 1 ou 2 tips, tu repartais, tu savais même pas le nom du gars, quoi. C'est pas grave, tu avais appris tes tips, ça t'était utile. Ça a été un peu ça, c'était la suite de jeuxvideo.com. Voilà, on venait juste pour de l'astuce sur internet, on se partageait de l'astuce. Et c'est moi qui suis connecté à ce moment-là, tu me demandes à moi, tu viens 2 heures après, c'était un autre, tu lui demandes à lui, et voilà, tu t'améliores dans ton système. Mais suite à ça, il y a aussi ce moment où on est des humains, donc à force de passer des heures en live, on échange, on apprend à se connaître. Et là, c'est vrai que ça a créé des vrais liens forts qu'on n'avait pas anticipé au départ. Donc on en a pris conscience, c'était l'époque, pour moi, à Millennium, avec encore Zerator, il y avait Twix, Ledge, voilà, il y avait pas mal de gens qui sont encore une fois dans l'industrie aujourd'hui. Un peu le Patrick Sébastien du e-sport. Ouais, un peu. Alors, après, c'était toujours sur la compétition. Et la compétition, tu fais vite un raté la veille, puis une réussite le lendemain. Donc, en fait, les messages, ils changent de forme. Hein. C'est bravo, t'es le meilleur. Puis ensuite, ah mince, t'es trop nul. Donc, ça, c'est totalement différent de quand tu vas aimer quelqu'un pour juste sa personnalité et qui va t'accompagner dans ton quotidien. Donc, l'e-sport, déjà, m'avait un peu matraqué en me disant prends les lauriers quand ils tombent un petit peu, mais ne t'attarde pas là-dessus parce que le lendemain, ça peut vite basculer. Et puis après, avec l'ampleur de ça, comment on apprend, je sais pas. Je pense que moi, je reste toujours connecté aux difficultés des gens. Pour un message d'amour, j'ai un message de quelqu'un qui m'envoie sur Insta, je suis en grosse difficulté, dans ma famille ça va pas, et là ça me ramène à mon enfance, à mes problèmes aussi. Donc je me dis toujours que prendre la grosse tête ça changera rien. Il faut plutôt rester connecté avec ce qu'on était, parce que c'est ce que j'ai vécu et ce que j'ai été qui a fait que j'ai grandi et œuvré pour devenir ce que je suis. Donc je vais pas changer de forme de manière générale. Après, il faut rester humble. Et justement, c'est même mes collègues qui me disent ouais, mais apprends quand même à être fier de ce que tu fais. Apprends à te dire que ce que tu as fait, c'est bien et que pas beaucoup de gens auraient pu le faire. Et moi, je suis en mode en vrai, tu vois, si quelqu'un, tu le briefes bien, s'il a la bonne mentalité, la bonne préparation, je pense qu'il pourrait le faire. Et j'en suis même convaincu encore aujourd'hui. Hein, si ce que je fais, si quelqu'un, je lui explique par A plus B, comme on a pu m'expliquer des compétences au fur et à mesure dans ma carrière, je suis convaincu, s'il a la bonne personnalité plus le bon enseignement. En quelques mois, il saura très vite comprendre ce que je fais. Hein. C'est pas si compliqué. Hein. Et alors, un peu pour un peu clôturer ça, l'idée, ça serait de se... Enfin, on sent cette connexion, en fait, qui te caractérise, et ça revient souvent quand on regarde un peu ton parcours. Les gens disent, ah, on se sent proche, il fait partie, c'est un membre de la famille. En tout cas, il nous a accompagnés sur une décennie. Qu'est-ce que toi, tu veux laisser? Qu'est-ce que les gens doivent retenir de toi et de ce podcast? Le sacrifice, je pense, le sacrifice, comme on l'expliquait tout à l'heure, de la carrière individuelle solo pour un bien commun, où j'ai vraiment essayé d'œuvrer pour un bien commun, et le fait d'avoir été le plus rassembleur possible.
C'est-à-dire que j'aurais pu donner toute cette énergie pour essayer de grandir tout seul et peut-être gagner un peu mieux tout seul, mais m'enfermer, parce qu'il y en a beaucoup que ça satisfait, ils ont leur petite niche. Bah, vu que c'est une niche, c'est très connecté, ça s'entraide beaucoup plus. Alors que moi, j'ai tendance à être un peu à droite, un peu à gauche, tu sais jamais trop où me trouver, en même temps partout et nulle part. Mais c'est parce que j'œuvre pour un bien commun, pour donner une sorte de ligne directrice à beaucoup de monde, que ce soit des collègues de travail, mais aussi aux communautés, pour aussi normaliser le fait de se rassembler, quoi. Et si tu as ce lien qui permet de normaliser le fait que ça se rassemble, bah, ça peut se décupler, se décupler, se décupler. Et j'aimerais bien qu'il y ait une suite à ça, en fait, quand moi je vais arrêter ou quoi que ce soit, qu'il y ait encore des événements rassembleurs comme ça, et que je puisse les regarder en spectateur un peu comme ça dans ma petite chaise en me disant ah tiens moi aussi à l'époque on faisait ça comme ça et là je vois des petits jeunes nouveaux reprendre le pas et faire ça. Donc ouais, je pense que c'est le sacrifice individuel pour le bien commun, parce que j'ai bien compris que l'industrie elle était encore malgré tout assez jeune et qu'il faut la pousser vers le haut. Parce que là on parlait beaucoup des sacrifices pour acquérir une audience ou acquérir la satisfaction d'un collègue ou quoi que ce soit, mais il y a aussi le fait de travailler pour acquérir l'économie, donc les marques, c'est vrai on l'a peu évoqué, mais il fallait eux aussi à l'époque leur dire hey, ça te dirait d'investir 500 euros, tu ne regretteras pas, puis après tu reviens 2 mois plus tard, tu as aimé la dernière fois, là ça va être 2000 euros, tu verras, ce sera mieux, 5000, 10 000, puis maintenant des GP Explorer, c'est plusieurs millions qui sont investis dedans, mais on a été les bâtisseurs, voilà, c'est ce côté où on a été le bâtisseur de quelque chose qui maintenant nous dépasse, qui maintenant est très grand, et que en fait je suis déjà satisfait de ce qu'on a accompli parce que je vois déjà les deux, trois générations qui nous suivent, qui arrivent dans cette industrie et qui n'ont pas du tout les mêmes problèmes psychologiques que nous, cette peur de l'avenir qu'on avait nous, cette peur de se tromper qu'on avait nous, cette peur de mal faire qu'on avait nous, parce qu'en fait on avait peur de mal faire vu qu'on savait pas réellement ce qu'on faisait. Elle est inventée. Voilà, alors que eux, pour eux, ils sont nés avec cette forme-là de divertissement et d'outils entre les mains, avec en plus des choses qui se sont beaucoup plus facilitées. Maintenant, un live Twitch, tout le monde peut lancer avec son téléphone. Avant, pour lancer un live Twitch, fallait quand même fallait se connaître en informatique un minimum, quoi. Yes. Fallait OBS, t'avais MIRC, donc qui était un chat à part. T'avais des. Ça me parle. T'avais des sites, et encore, ça c'était encore assez récent, mais voilà, c'était quand même compliqué. Mais du coup, quand on les voit, eux, arriver, tout frais, tout simple, et se concentrer uniquement sur la création de contenu, sur qui ils sont, et ce qu'ils veulent donner comme image d'eux, je me dis qu'on a déjà réussi, parce que nous, on est passé par des phases où on doutait, quoi. On doutait, on en reparlait tout à l'heure, mais on doutait, mais à plusieurs, quand on était 4-5, on disait, mais ça va être quoi l'avenir? Ah, mais est-ce que la politique va arriver sur Twitch? Ah, mais si ça arrive sur Internet, qu'est-ce que ça va donner comme bordel? Parce qu'on était un peu une sorte de monde alternatif à la vraie société qui n'était pas encore très amené sur Internet. On était entre geeks ou des personnes qui avaient un peu d'argent qui leur permettaient d'avoir un setup informatique. Mais quand j'ai grandi, moi, dans les années 90-2000, je pense qu'il y avait peut-être 5-10% des gens de ma classe qui avaient un PC. Les autres avaient une console, forcément. On disait souvent la console, c'est le PC du pauvre, parce que plus accessible, plus maniable et compagnie. Mais on devait être 5-10% à avoir un PC, parce que peu de gens voyaient l'utilité. Et c'est vrai, tu mettais une plombe à charger. Windows 3.11, c'était pas tout à fait pareil. Voilà, tu mettais une plombe, des fois tu mettais 2 semaines à télécharger un film, le film c'était pas le bon, enfin, c'est un enfer. Mais voilà, il y avait des bâtisseurs de notre monde à nous aussi, quoi. Et intéressant. même quand je j'œuvrais dans mon métier, je gardais en tête, je me disais tout le temps, putain, le mec qui était, je sais pas, qui avait la trentaine dans les années 85-90, ce mec-là et qui avait la vision dans l'e-sport, etc., je le fais aussi pour lui. Parce que lui, il a juste pas eu de chance d'être né un peu trop tôt, tu vois. Et pourtant, il a eu la vision, il y en a plein. Je sais pas si vous avez connu la structure AA, qui était une structure très ancienne qui nous avait fait rêver, nous étant petits, avant avec StarCraft notamment. Exactement, et tout à fait. Strike aussi. Ils étaient très très. Et c'était des passionnés de plus de 40 ans, qui étaient déjà à l'époque, dans les années 2000, ils avaient déjà plus de 40 ans, et qui nous voyaient venir. Et ils avaient un peu cette amertume de se dire, je le savais, voilà, juste trop tôt, mais qui étaient en même temps en disant, c'est bien, prenez la relève, allez-y, ça va être tout droit pour vous. Et du coup, nous, on a eu d'autres types de doutes qui n'étaient pas du tout les mêmes que les leurs, parce que eux, je pense, ça a été aussi des conflits familiaux et compagnie, parce que c'était incompréhensible, alors que nous, ça a été des conflits entre la jeunesse et les parents. C'est différent quand tu t'embrouilles avec ta propre génération ou la génération qui te précède. Tu sais que tu me parles à moi directement, là, parce que j'ai monté le premier clan français de plus de 100 personnes en France, sur AOL. Waouh! Sur AOL Jeux. C'était un multisport, et à l'époque, on jouait à Warcraft 2 Ok. et Duke Nukem. Ça me parle, c'est de canard là. Ouais. Non, ça c'est Duck Hunt. Ah, tu Duke connais, Nukem, oui, j'ai aussi joué à Duck Hunt. Non, du coup, je le fais aussi pour toi, du coup. Non, mais merci pour tout ce que t'as pas. En me disant, ces gens-là doivent avoir un peu ce côté mince. J'aurais aimé le vivre aussi. Et c'est juste que ils sont arrivés trop tôt. Et grâce à eux, on a pu avoir, nous, quelque chose qui était quand même pré-bâti, quoi. On avait une référence avec l'e-sport, avec AA, avec 2-3 petites choses en France qui étaient déjà bien fournies. Il y avait des sites d'actualité, des choses comme ça où tu te disais, tiens,
Mon but, c'est d'avoir le premier article qui parle de moi, quoi. Tu sais, t'avais des petites side quêtes, des quêtes comme ça, un peu en mode un article qui parle de moi, une compétition que je gagne, ci, ça. Et au fur et à mesure, bah, ça te motive et ça te fait aller de l'avant en permanence. Est-ce que tu pourrais nous laisser avec un conseil pour tous les gens qui aimeraient soit se lancer dans le Twitch game, soit la création de contenu, ou même n'importe quel projet qu'ils ont à cœur, et comme toi, qui doivent inventer quelque chose qu'ils connaissent pas forcément, ça serait quoi ton conseil à un jeune ou à un moins jeune qui voudrait se lancer? Après, si je suis honnête, c'est pas du tout la même génération, donc c'est toujours un peu facile. Il n'y a pas de formule secrète. Le conseil, ça serait vraiment d'investir sur soi déjà en priorité, de bien apprendre à se connaître. Moi, j'ai eu des moments de ma vie qui ont fait que j'ai dû réfléchir à qui j'étais comme personne. C'est pas vraiment une déconstruction, etc. Mais tu dois vraiment te remettre en question et aller chercher au fond de toi qui tu es vraiment. Je pense que c'est la première étape. Avant d'apprendre à connaître les autres, il faut se connaître soi-même. Donc avant de vouloir créer du contenu pour les autres, il faut créer du contenu pour soi-même, indirectement. Donc je dirais ça, vraiment aller, quitte à se mettre en difficulté, je sais pas comment, ça peut être par le voyage, ça peut être par, voilà, moi je me rappelle encore de ces colonies, hein, entre ma vie parisienne et mes colonies d'été et mon côté geek, ça a été vraiment le mix des trois qui m'ont formé, où j'avais trois personnalités différentes qui vivaient, mais en colonie, je me rappelais les meilleurs moments, c'est je m'allongeais, je regardais les étoiles, je me connectais entre guillemets, alors ça fait très parisien, hein, mais je me connectais un peu avec la nature. Mais c'était là où j'avais les vraies questions philosophiques, quoi. J'allais chercher au fond de moi. Et aujourd'hui, on le fait plus parce qu'aujourd'hui, on a l'écran, on a Internet, on a nos réseaux sociaux. Et donc, en fait, on regarde plus vers le haut, On n'a plus plus le temps de jamais. En fait, s'ennuyer. on regarde toujours vers le bas sur notre écran et on se connecte plus réellement avec nous-mêmes. On est dans une sorte de. En fait, limite, on a peur de se connecter avec nous-mêmes. Peut-être parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir. Parce qu'on se. Comme l'humain s'est dédouané de la mort à travers diverses techniques. Là, il se dédouane de la vie à travers diverses techniques parce que limite, on a peur de vivre, parce qu'on a peut-être peur de mourir ou de découvrir qui on est, parce qu'on a tous une partie de sombre en nous qu'on doit combattre pour être la meilleure version de nous-mêmes. Et donc du coup, bah, à travers ce qu'on a aujourd'hui, on peut se déconnecter en deux. Tu regardes une série sur Netflix, ça t'a saoulé, tu vas lancer un jeu vidéo, ça t'a saoulé, tu vas en soirée avec tes potes, voilà, un peu te bourrer la gueule, ça t'a saoulé, tu reviens à la maison, tu peux directement relancer une game. Enfin, aujourd'hui, t'as plus l'obligation de te connecter avec toi-même. Nous, des fois, à l'époque, il y avait Internet qui coupait, ça coupait 2-3 jours, je peux t'assurer que tu t'allongeais dans le lit, tu regardais le plafond, et tu te rendais un petit peu compte de la chance que t'avais quand ça marchait. Mais ce qui fait que indirectement, tu étais reconnecté avec toi-même. Ou alors quand j'étais en colonie et qu'on faisait du bivouac et que je devais planter ma tente en tant que Parisien, j'étais en mode putain, mais je plante ma tente, je vais dormir avec des limaces. Mais après, je m'allongeais, je regardais les étoiles, j'étais en mode waouh, ça c'est stylé, tu vois. Après une grosse journée de randonnée où j'ai râlé, j'étais en mode waouh, c'est stylé en fait. Je suis avec des gens cool, le monde est beau, tu sens le. Et maintenant, je veux me reconnecter avec ça, tu vois, cette petite brise d'air sur un arbre, voir la petite feuille trembloter et me détacher un peu de l'écran, aussi parce que je le subis à haute dose. Donc ouais, je dirais aux gens de se connecter avec eux-mêmes, de savoir qui ils sont au fond d'eux, de se mettre en difficulté, d'investir sur eux-mêmes, et après derrière de se lancer sans avoir peur, sans avoir d'attente de résultats. Parce que c'est dans le fait de se lancer qu'on va apprendre et comprendre, et qui fait qu'une fois que tu es lancé, bah, c'est la deuxième ou la troisième ou le quatrième shot qui fait que tu vas commencer à tirer de plus en plus juste. Il n'y a pas grand monde qui tire droit dès la première fois, quoi. Ça peut arriver, hein, bien sûr, il y a toujours des étoiles filantes, mais faut pas avoir peur de se rater. Et c'est vrai qu'en France, on a ce côté où dès l'école, quand on se fait interroger ou quoi, on veut déjà avoir la bonne réponse, on a peur de dire une bêtise. C'est quand même assez français de vouloir préparer en amont avant de s'engager. Alors que je crois au côté des États-Unis ou côté anglophone, c'est plus l'inverse, ils se lancent et ils apprennent sur le tas. Je pense qu'on devrait un peu s'inspirer d'eux sur ce côté entrepreneuriat, parce que bah, la France avant c'était des grosses usines, des gros CDI, des choses où entre guillemets tu faisais une carrière longue. Le monde il a énormément évolué, il a énormément changé. Et je peux comprendre que les gens ont envie de tenter ça. Mais faut pas le faire non plus bêtement, faut le faire de manière organisée, mais faut le faire, faut y aller au bout d'un moment. Donc ouais, investissez sur vous, concentrez-vous avec vous-même, entourez-vous, parce que l'entourage c'est la priorité. Déjà être stable dans sa tête, c'est primordial, parce que ça te permet de te concentrer uniquement sur ta tâche à accomplir qui va être déjà très difficile. Donc essayez d'avoir un entourage stable. Et puis en plus, si de ton entourage stable, tu as des amis qui te donnent des bons conseils, normalement c'est gagné. Eh bien, Dwagby, merci beaucoup. Merci à vous. Un gros programme. On rejoint les scouts donc pour se On y connecter va. à la nature. On y va et je vous C'était le conseil inattendu du jour. Merci beaucoup d'avoir Merci à pris vous. le temps. C'est un Merci. plaisir.